Hello à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en présence de Nicolas Rimbaud, qui est quelqu'un que j'apprécie énormément et qui, pour vous présenter en quelques mots, est donc un ancien joueur de basket qui a été 2 fois champion de France au niveau national. Ensuite, il a travaillé donc dans la fonction pour la Fédération française de basket, donc dans un poste plutôt fonction publique. Il a fait un certain nombre de choses et ensuite il s'est transformé, il s'est reconverti, pardon, pour être aujourd'hui dans l'accompagnement RH et dans le conseil. Et donc déjà, merci beaucoup Nicolas d'avoir pris du temps pour qu'on puisse discuter ensemble aujourd'hui. Claire, bonjour les héroïnes, bonjour les héros. Nickel. Et du coup, j'aimerais aujourd'hui qu'on discute ensemble de oser changer en fait. Quand voilà, on sent que on n'est plus aligné avec ce qu'on fait dans son job. Est-ce que tu pourrais nous raconter quelques étapes de ton parcours qui ont fait que tu as eu ces différentes évolutions? Ok, alors moi, j'ai toujours été passionné de basket. J'y ai joué, j'y ai formé, j'ai été en étant fonctionnaire, parce que c'est vrai que c'est un truc qu'il faut préciser à l'ensemble des personnes qui nous suivent. Tout à fait. Fonctionnaire relevant du ministère des Sports, j'ai d'abord pendant 5 ans été responsable pour la région centre de la formation des entraîneurs de basket. Ça Mhm. existe, c'est un métier. Les entraîneurs de basket doivent être formés comme dans tout type d'univers. Et puis, à la suite de ça, j'ai pris le poste national, le poste de directeur technique national adjoint au sein de la Fédération française de basket, qui fait que j'étais toujours en étant fonctionnaire, le responsable national de la formation pour l'ensemble des régions et des conseillers techniques régionaux notamment qui eux-mêmes organisaient de la formation sur leur géographie régionale et de dossiers nationaux là-dessus. Et en Mhm. fait, j'étais passionné dans cet univers puisque ce qui me connectait notamment à ce métier-là, c'était 2 choses qui étaient importantes pour moi, qui le sont toujours, qui sont d'une part le basketball et d'autre part la volonté de transmettre la pédagogie et le partage. J'étais vraiment passionné par ça. Le truc, c'est que moi, j'avais toujours eu au fond de moi, malgré cette double passion dans laquelle j'étais complètement exalté dans cet univers, l'envie d'entreprendre, l'envie de créer, l'envie de m'éprouver au sens premier du terme, parce que l'entrepreneuriat, c'est vraiment se mettre à l'épreuve dans le sens le plus noble qui soit. Comme dans des tribus initiatiques, on va tenter de se tester, de voir si on est capable de relever des challenges pour en fait vivre pleinement la vie. J'avais toujours eu ça en arrière-plan. Et puis à un moment donné, il y a eu, comme dans tout type d'environnement professionnel, à la Fédé, il y a eu quelques tensions, quelques relations un petit peu plus difficiles. Et il m'a semblé que c'était le bon moment pour essayer de me poser la question d'aller faire quelque chose d'autre. Donc pour répondre à ta question, un déclencheur a sûrement été une situation difficile, relationnelle, politique, des choses de cette nature-là, qui m'ont aidé, je dois le reconnaître, à avoir pris cette décision. Ouais. Pour autant, je savais qu'un jour dans ma vie, j'entreprendrais, restait à savoir dans quel contexte, où et auprès de qui. Ok. Ouais, très bien. Donc effectivement, mouvement extérieur, en tout cas, élément perturbateur extérieur qui parfois voilà, nous aide aussi à se poser la question, à se dire, attends, en fait, est-ce que je suis vraiment bien là où je suis? C'est ça. Et ensuite, aussi une envie, comme tu l'as dit, donc au fond de toi, quelque chose que tu avais toujours eu envie de faire. Ok, C'est ça. ça marche, très bien. Euh, Est-ce que tu peux nous décrire comment ça s'est passé en fait? Est-ce que ça a pris du temps? Est-ce que ça a été compliqué? Parce que souvent, une bonne partie des gens qui nous écoutent, pardon, et moi, à l'époque où j'ai changé de job aussi, je pensais que c'était très compliqué de changer. C'est quoi Ah, ton avis là-dessus? ouais, super question. Moi, je ne vendrai pas, et d'ailleurs, on ne vend rien ici, on échange et on apporte notre valeur gratuitement. Tout à Mais je fait. ne vends pas spirituellement l'idée que c'est quelque chose de facile de changer. C'est quelque chose qui n'est pas évident parce qu'on part quand même d'une certaine routine, de certaines habitudes, d'un certain confort, d'un rythme de vie qui certes nous exalte pas forcément à un moment donné, mais le changement, c'est, me semble-t-il maintenant, et c'est ce que j'apporte d'ailleurs aux gens que je peux coacher, aux dirigeants que je peux accompagner par ailleurs, c'est toujours douloureux et en fait, la façon de le faire, qu'on sous-estime, toi tu pensais que ça serait plus difficile que ça n'a été, moi je pensais que ça serait difficile et ça l'a été au niveau de ce à quoi je m'attendais que ça soit, mais vraiment la clé en termes de mindset justement, c'est d'accepter qu'on va aller chercher du confort dans l'inconfort. Et je pense que ce qui peut nous aider à nous organiser vers ça, je sais que ta spécialité, c'est justement d'accompagner les gens qui se posent des questions sur où est-ce qu'ils en sont, où est-ce qu'elles en sont par rapport à leur job, par rapport à leur axe de vie, par rapport à ce qu'ils ou elles veulent faire. La vraie question, me semble-t-il, c'est OK, moi je suis fait pour quoi? Chaque minute qui passe, c'est une minute de ma vie qui court. Et c'est d'accepter l'idée que pour aller vers
ce vers quoi je suis destiné à être, en fait, ça va être un peu comme cette image-là. Je suis au bord d'une falaise, je saute de la falaise avec un sac à dos. Et en fait, dans le sac à dos, ce que je ne sais pas au moment où je saute, c'est que pendant que je suis en l'air, heureusement, il y a une très très longue distance, j'ai sauté de très haut. Dans le sac à dos, je l'ouvre quand je suis en l'air et en fait, il y a tout ce qu'il faut pour bricoler des espèces d'ailes géantes pour que j'atterrisse en douceur. Et en fait, ton truc à toi, Clairette, c'est de coacher les héros et les héroïnes. Moi, c'est d'aller chercher les gens qui ont les championnes et les champions à l'intérieur d'eux. Et en fait, c'est vraiment l'image de ce sac à dos. On a tous les ressources pour pouvoir faire. Me semble-t-il, le seul truc, c'est si je suis déterminé à vouloir être qui je suis et à en faire le job passion qui me permettra et de créer de la valeur, donc de très bien en vivre et de savourer chaque seconde que la vie me propose, c'est de se faire à l'idée qu'il va y avoir ce moment d'inconfort qui est ce moment de saut dans le vide où je ne sais pas comment je vais atterrir, mais avoir dans le même temps la confiance et la conviction que j'ai les ressources, bref, tout ce qu'il y a dans le sac à dos pour construire ma construction de qui je vais être demain. Et en fait, la difficulté, c'est d'être à la fois dans et cette certitude et cette confiance que je vais pouvoir le faire et cet inconfort sur le fait que ça ne s'est pas encore matérialisé, que ce n'est pas encore concrétisé. Complètement. Ouais, complètement. Et c'est drôle que tu prennes cette métaphore du sac à dos parce que c'est celle que j'utilise dans la méthode avec laquelle je travaille pour accompagner mes clients, notamment au bilan de compétences. Je leur dis, bah, écoutez, l'idée, c'est, on a tous un sac à dos avec beaucoup de choses dedans. On va ouvrir le sac, on va regarder tout ce qu'il y a et on va faire un peu l'inventaire de ce qui sert pas, ce qu'on avait oublié, qui était là au fond du sac. Il y a un imperméable qui est roulé en boule. On savait même plus que c'était là. Mais tiens, ça peut nous servir. Donc c'est exactement ça en fait, et je pense qu'on partage tous les deux cette idée que on a tous les ressources, on a chacun toutes les ressources qui nous permettent à nous-mêmes, pas aux autres, mais à nous-mêmes, d'accomplir exactement notre. Alors on peut l'appeler notre chemin de vie ou notre. Tu parlais de destin aussi, je crois tout à l'heure. Donc ouais. Mais je suis pas surpris, on est très connectés, toi et moi, et je suis pas surpris qu'on utilise la même image du Ouais, sac c'est à dos. drôle. En fait, c'est la question de la mission de vie, c'est la question du destin. Ouais. D'autres utilisent le terme de télos. Le télos, c'est vraiment ce pourquoi je suis fait, ce pourquoi je suis aligné. Ouais. En fait, la vie, elle se mêle systématiquement de nous rappeler que mon télos, c'est ce que je dois faire. Et en fait, moi, par exemple, j'ai monté une aventure entrepreneuriale qui était de créer la première chaîne de restaurants sur la thématique du sport en France. Clairement, c'était pas mon télos, puisque ce que je fais maintenant, ce que je faisais à la Fédé, c'est de former des gens, de coacher des gens, d'accompagner des gens et de manager des gens. Ce que je fais maintenant, c'est de former, coacher, apporter du conseil, organiser des séminaires et des choses inspirationnelles pour des dirigeants et des performeurs. Et quand je suis parti dans cette aventure-là, qui était celle de la création d'entreprise, donc créer un réseau de franchise sur des restaurants sur la thématique du sport, des grands écrans, venir vivre, voir, partager les événements. En fait, c'était pas du tout mon télos. C'était pas du coup ce pourquoi j'étais aligné. Donc, sans surprise, j'étais trop loin de ce truc-là. Ça a été une catastrophe économique, entrepreneuriale, que j'assume maintenant parce qu'elle me donne tellement de clés pour pouvoir aider les gens que j'accompagne par ailleurs. Mais en fait, c'est avoir une grande confiance en nous sur le fait que quand on se lance à aller vers une autre activité, qu'elle soit salariée ou entrepreneuriale, comme avec les gens que tu accompagnes, de toute façon, la vie se chargera, si on est à côté de la plaque, de nous ramener. Et c'est une très bonne chose. Et c'est une très bonne chose. Et dans l'instant, tout est dans le fait de considérer, et c'est pas que des mots, que c'est un vrai cadeau que ça nous ramène, et parfois violemment, à ce qu'on doit faire et ce qu'on doit être, parce qu'on pourrait rester à côté de la plaque et en souffrir un petit peu moyennement, ou au moins pas s'épanouir pleinement pendant quelques dizaines d'années, ce qui serait juste terrible vu le peu de temps qu'on passe sur cette terre. Complètement. Complètement, et ça me fait penser à une phrase que j'entends et que j'aime bien qui dit la vie ce qu'on ne peut pas comprendre par la sagesse, la vie nous l'apporte par la douleur. Et je trouve que c'est très vrai effectivement. Et justement dans cette douleur, donc ça me fait penser à quelque chose que j'ai vécu moi en étant dans un job qui ne me convenait pas. Donc c'était douloureux tous les jours finalement de faire des choses qui n'avaient pas de sens. Et j'aimerais bien qu'on discute. Tu m'avais parlé de justement l'importance de mettre l'amour de soi avant le reste en fait. Et moi, dans cette situation-là, et je pense que pas mal de personnes qui nous écoutent peuvent peut-être se retrouver, j'étais dans une situation où, au final, je faisais passer d'abord, sans m'en rendre compte, mais les autres avant moi, puisque je me disais, ben, j'ai pris ce nouveau job, des personnes m'ont fait confiance, c'est moi qui ai postulé, donc c'est pas eux qui sont venus me chercher. J'ai dit oui, j'ai signé un contrat, donc je suis engagée, et pourtant, bon, ça me plaît pas, mais je vais quand même continuer parce que je me suis engagée, en gros. Et du coup, ce que je veux dire par là, c'est que
quand on en avait discuté, tu m'avais dit, ben oui, mais il faut d'abord être honnête avec toi-même avant. Et ça peut paraître évident pour certains, mais pour moi, ça l'était pas. Donc, est-ce que tu pourrais donner peut-être ta vision là-dessus ou un ou deux conseils pour ce cas-là? C'est vraiment, moi, c'est la clé de tout. Et je pense que tous les coachings de dirigeants que je fais, on passe par la case amour de soi à un moment donné. Ouais. En posant les choses, parce que quand les gens peuvent entendre amour de soi, leur ego peut mal vibrer et fatiguer et mal entendre la chose. Leur ego peut penser que l'amour de soi, c'est de l'égoïsme ou de l'individualisme, ce que ça n'est pas du tout. Parce qu'au contraire, c'est une juste reconnaissance et appréciation de ce que l'on fait, de ce que l'on est. C'est la possibilité de cultiver en soi d'abord le sentiment de fierté, qui est le terreau premier de l'amour de soi, puis ensuite développer l'amour de soi, et qui d'ailleurs, pour ensuite pouvoir s'épanouir pleinement dans ce qu'on a à faire, qu'il s'agisse d'une aventure salariée ou entrepreneuriale, qui va nous permettre d'aller à l'étape d'au-dessus, qui est celle de l'amour des autres. Et en fait, l'amour de soi, c'est vraiment comment est-ce que je m'accorde plus de respect qu'à quiconque, pour ensuite et par répercussion pouvoir le donner. La bonne image par rapport à ça, c'est quand on prend l'avion et que les hôtesses de l'air nous parlent du masque à oxygène. Bah, tu vois, encore une fois, une image qu'on a en commun, j'en suis sûr. Elles nous disent bien, si vous êtes avec des enfants, mettez d'abord votre masque pour ensuite mettre celui des autres. Et en fait, c'est typiquement les gens qui fonctionnent sur l'injonction paradoxale fait plaisir, dont tu faisais partie. C'est qui veulent faire plaisir aux autres, aider les autres, coûte que coûte et parfois les sauver, mais qui oublient que si à un moment donné, moi, je m'oublie, c'est-à-dire si je développe pas mon amour de soi, mon réservoir d'énergie, et l'énergie, c'est tout ce qu'on a, en fait, énergie et temps, c'est les deux clés pour pouvoir réussir quoi qu'on veuille faire dans la vie, mon réservoir d'énergie va chuter, et quand j'ai plus d'énergie, je suis allongé par terre, je peux plus bouger, là, ça me fait une belle jambe, parce que du coup, je peux plus aider les autres. Et cultiver l'amour de soi, c'est pas de l'égoïsme, c'est pas avoir la grosse tête, c'est juste se dire qu'est-ce qui est juste pour moi. On en revient à cette histoire du télos et de la centration de ce qu'on a à faire, en sachant que la vie, elle est faite pour apporter de la valeur aux autres. Et je pourrais hyper bien apporter de la valeur aux autres si je suis dans l'amour de moi et si je fais le plus possible ce dans quoi je suis et en compétence, en expertise, et deux, en appétence, à savoir ce que j'aime faire. Et du coup, quand je mixe bien la compétence et l'appétence, je vais pouvoir apporter une super valeur aux autres, mais ça se construira que sur un honnête respect de l'amour de soi. Et puis l'amour de soi, c'est aussi la juste critique et la juste remise en cause de soi. C'est-à-dire que moi, j'ai quelques coachs qui me coachent en ce moment, et je leur dis systématiquement, j'attends vraiment de vous, c'est pas j'attends, j'exige de vous de la critique. Parce que les gens ne nous la donnent pas au quotidien facilement pour X raisons. Et en fait, l'amour de soi, c'est d'exiger avoir de la critique qui va nous aider à prendre conscience avec honnêteté, authenticité, objectivité des choses pour pouvoir progresser, se décoincer et surtout ne pas se mentir. Oui, tout à fait. Ce qui nous empêche d'atteindre nos objectifs, c'est qu'on se mente. Et l'amour de soi, c'est accepter d'être dans l'honnêteté vis-à-vis de soi et dans ce que l'on a apporté, la juste reconnaissance de nos grands talents et la juste reconnaissance de nos limites, et puis d'arriver à dealer avec tout ça, en fait. Et pour moi, c'est la base de tout. Et c'est surtout pas de l'ego, mais c'est surtout de l'identité avant tout. Oui, exactement. Je pense que tu as bien résumé l'ensemble des choses. C'est donc bien se connaître. Déjà, bien se connaître pour s'aimer. Il faut aussi bien se connaître. Et aussi, je pense que tu as dit quelque chose de très important, et on terminera là-dessus, qui est que tu demandes à tes coachs d'être critiques. Et du coup, moi, ce que ça m'évoque, c'est que tu ne demandes pas à n'importe qui. Tu demandes à des personnes bien précises, parce que j'étais encore ce matin en coaching avec une cliente qui donc veut faire une évolution pro, et on a regardé ensemble son CV. En voyant son CV, elle se rendait compte qu'elle avait fait plein de choses et qu'elle avait beaucoup bougé. Et elle me dit, ah mais j'ai beaucoup bougé, mais les gens vont trouver que je bouge trop, non? Et moi, du coup, je lui ai fait le retour inverse en lui disant, non, au contraire, vous avez une évolution qui est tout à fait normale, entre guillemets, dans le monde des cadres. Vous avez bougé tous les 2-3 ans. Et elle me disait, bah oui, mais j'ai plein de collègues de bureau qui me disent que je fais que de bouger, etc. Et du coup, elle était prête à se sous-valoriser parce que pour elle, elle bougeait trop. Ouais. Donc voilà. C'est super important que tu dises ça parce que ce qui tue l'amour de soi, c'est la comparaison sociale. C'est ça. Et en fait, dès lors qu'on arrête d'être en mode ah oui, mais l'autre est plus ceci, l'autre va penser ça de moi et ceci et cela, et en un juste amour de soi qui va nous permettre de nous dire attends, là Nico, tu es vraiment à côté de la plaque, donc recentre-toi, on va arriver à bien faire les choses. Et moi, dans les gens que j'accompagne comme toi, il y en a plein qui sont vraiment trop vigilants à ce qui peut être dit des uns et des autres, aux étiquettes qui peuvent leur être créées. Et en fait,
tu disais à l'instant, la clé, c'est d'être dans la connaissance de soi. Et moi, il y a une baseline que je suis en train de construire en ce moment qui est en 3 mots, qui est be, lead et live. Be, travailler sur le soi, sur la connaissance de soi, juste et honnête. Lead, comment est-ce que je peux leader et être un leader lorsque je suis dirigeant ou manager, manager des gens, mais être un leader dans mes relations, quand je suis parent, dans les relations, l'exemplarité et les consignes que je donne. Et live, comment je travaille sur mon énergie et sur le fait d'accorder et de sacraliser chaque seconde que la vie nous présente. Et je pense qu'avec tout ça, on arrive à faire des vies incroyables. Et moi, ce que je sais, c'est que tu es la super personne pour pouvoir accompagner des gens qui se posent des questions sur ce qu'ils et elles veulent faire de leur vie parce que tu es dans ces thématiques-là, en fait. Génial. Bah, écoute, je te remercie. Ça me parle beaucoup ce que tu dis, be, lead et live. Ouais, ça résonne beaucoup. Effectivement, on est assez connectés là-dessus. Donc justement, où est-ce qu'on peut te retrouver pour les personnes qui voudraient être soit en savoir plus sur toi ou être accompagnées? Je sais que tu as différents programmes de coaching mastermind également. Oui, alors vous pouvez me retrouver sur ma page Facebook que tu mettras en lien, je n'en Bien doute sûr, pas. tout à fait. Sur ma page YouTube également. Yes. Et sur mon site internet que je suis en train de reconstruire en ce moment, nicolarimbaud.com, mais sur les réseaux sociaux, les infos seront là. Yes. Effectivement, ce que je fais principalement, ce sont des coachings individuels pour performeurs, Oui. des séminaires, des immersions et des événements qui rassemblent des grands champions sportifs, notamment pour réfléchir justement à des messages inspirants qu'on peut tous utiliser pour devenir notre propre champion. Tout à fait. Super, bah écoute, merci beaucoup Nico. J'ai regardé récemment ton TEDx, également ta conférence TED sur You Can Be Your Own Champion. Je mettrai le lien également en dessous de la vidéo parce que c'est très inspirant aussi et ça partage aussi ton univers du basket. Donc c'est vraiment très chouette. Merci encore pour cette interview. Je te laisse filer à ton prochain rendez-vous, super héros, et à très vite. Merci Clairette, plein de bonnes choses à toi. À très vite. Merci, à bientôt. Ciao.